La bonne étoile de l'entrepreneur, Manuela Dalloy. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nous voilà de retour ensemble aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre émission La bonne étoile de l'entrepreneur. Alors aujourd'hui, j'ai un grand plaisir, la joie de recevoir un duo mère-fils. Maëlys Kanzler et son fils Victor. Bonjour à tous les deux. Bonjour Manuela. Bonjour. Ravi de vous recevoir en famille sur ce plateau pour nous immerger avec nos auditeurs un peu dans le quotidien de la famille Kanzler et comprendre un peu votre énergie et vos élans entrepreneuriaux. Alors on commence par les présentations. Comme votre nom peut l'indiquer, vous êtes d'origine franco-allemande. Victor, vous êtes en terminale, un tout jeune, le plus jeune sur ce plateau, en plein bac d'ailleurs, au lycée franco-allemand du Buc, dans les Yvelines. Et depuis fin 2003, vous occupez tout votre temps libre d'étudiant à travailler sur The Phone, une start-up cofondée avec votre maman, Maëlys, ici présente. Votre leitmotiv, commercialiser un téléphone tactile au look plutôt sympa, mais aux fonctionnalités réduites pour les enfants et les jeunes ados. Alors Maëlys, la bio est un peu plus longue pour vous, vous n'en êtes pas à votre première entreprise comme Victor. Après quelques expériences, on en reparlera, rapide, salarié en entreprise, vous vous lancez et vous fondez Arithmedia, société d'études du comportement d'achat sur Internet, puis Crèche Attitude en 2003, un réseau de crèches privées que vous revendez d'ailleurs au bout de 10 ans à Sodexo. Vous lancez ensuite Oumi, des micro-habitats et espaces de travail écologiques, puis Litote, un jeu éducatif qui encourage les enfants à la lecture, puis vous fondez aussi Omia en 2013, puis le Club des 6, un nouveau concept d'habitat inclusif avec des personnes d'assistance et une assistante associée pour personnes en perte d'autonomie. Enfin, encore après un cycle de 10 ans, vous cofondez avec Victor, votre fils, The Phone. Alors Maëlys, on commence par vous. Quels sont les 3 mots qui pourraient décrire votre personnalité et les fondements de cette vie professionnelle si riche? Alors j'imagine que c'est à titre professionnel. Donc, oui. Alors je vais commencer par naïve, parce que heureusement je me rends jamais compte du niveau de difficulté des secteurs dans lesquels je me lance, quand je me lance. D'ailleurs sinon j'y serais, je pense, jamais allée. Le deuxième mot, ce serait pugnace. J'aime innover. Lancer des projets qui changent la donne. Avec Crèche Attitude, c'était des crèches d'entreprise, c'était tout nouveau. L'habitat inclusif, c'est quelque chose de très innovant aussi quand je l'ai lancé. The Phone, c'est plutôt un retour en arrière, mais donc c'est innovant aussi à ce titre-là. Et puis le troisième mot, ce serait passionné, parce que je pense qu'il faut de la passion pour absorber au quotidien les obstacles et les déceptions qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur. Et vous, Victor, 2-3 mots, mais cette fois-ci, l'esprit un peu de la famille Kanzler. Dans quel univers vous avez vécu ? Alors, le premier, sans hésiter, ce serait autonomie. Pourquoi ? Parce qu'au-delà du domaine professionnel, à titre personnel, moi, j'ai toujours été poussé à être autonome, à faire mes expériences par moi-même, à être indépendant, à faire mes propres erreurs et à en tirer les leçons qui vont avec. Et le deuxième, ça serait l'audace, l'ambition, parce que pareil, aussi bien dans le perso que dans le pro, on est poussé à oser dans la vie de tous les jours et à viser haut. Et Maëlys, en 1 ou 2 mots encore, votre driver d'entrepreneuse, un peu votre but et ce qui vous anime au quotidien. Alors je dirais que fondamentalement, c'est de vouloir améliorer la vie des personnes auxquelles je m'adresse au travers de mes entreprises ou associations, et de leur permettre d'éviter d'éliminer des obstacles. En fait, j'aime bien cette image de quand on croise un obstacle, il y a 2 manières finalement de le passer. C'est le premier, c'est on le contourne, on saute par-dessus. On l'a passé, mais par contre, il reste là pour les autres. Et le deuxième, et c'est celui-là que je m'attache à faire, c'est de le retirer, de manière à ce que les autres n'aient plus cet obstacle qui se dresse devant eux. D'accord, donc c'est pas de l'égocentrisme, c'est pas juste pour soi, c'est pour les autres derrière. Alors on sent en lisant votre parcours, Maëlys, qui était très long en introduction, que vous êtes un peu cherché professionnellement au début, alors peut-être pas. Vous avez fait quelques expériences assez rapides, salariés pendant 1 an dans 2-3 entreprises. Quel a été votre cheminement intérieur à ce moment-là ? Alors en fait, le parcours que j'ai fait dans les grandes entreprises, c'était des stages pendant que j'étais en école de commerce. Parce qu'en fait, dans ma vie, j'ai été salariée que 6 mois. En fait, ces expériences que j'ai fait dans les grands groupes tels que Procter & Gamble ou Kraft Jacobs Suchard, c'était pour moi une façon de démarrer en apprenant
sur le terrain, accompagné de professionnels, avant de me lancer moi-même dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Et j'ai bien fait parce qu'une fois qu'on est tout seul dans le grand bain et qu'on n'a plus de maître nageur, faut savoir se débrouiller tout seul. Donc c'était très bien d'avoir cette expérience assez longue que j'ai fait en césure ou en mi-temps en fait pendant mes études. Et alors, l'envie d'entreprendre, elle est arrivée un peu par dépit parce que ça ne vous convenait pas. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent soit parce qu'ils n'ont pas le bagage académique, soit parce que la vie de salarié ne leur correspond pas. Vous étiez dans quelle situation? Moi, je crois que j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur parce qu'aussi j'ai toujours été assez persuadée de ma grande capacité de travail et qu'à ce moment-là, il vaut mieux donner ce temps-là à soi-même, enfin en tout cas à ses propres entreprises, que de les donner à un employeur. Et ces quelques passages, stages et mon CDI de 6 mois que j'ai eu finalement, qui a duré assez peu longtemps, c'était vraiment en amont pour apprendre. Et alors, vous lancez après, dès 25 ans, votre première entreprise, Arithmedia, et là, premier échec cuisant. Alors, comment vous l'expliquez et qu'est-ce qui est le plus dur à vivre dans cet échec? Alors, vous l'avez expliqué tout à l'heure, ce que faisait Arithmedia, c'était un outil d'analyse du comportement d'achat des internautes. Sauf qu'à l'époque, quand on s'est lancé soit trop tard, parce qu'on n'a pas réussi à faire une levée de fonds suffisante pour tenir assez longtemps, jusqu'à ce que les modèles économiques fassent ses preuves, ou trop tôt, parce qu'en fait, les gens n'achetaient pas sur Internet. Et donc, on n'avait rien à étudier, à part si on classait les produits X par ordre d'importance d'achat. Mais il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. Les voyages et les produits X, c'était tout. D'accord. Et alors, vous l'avez vécu comment, cet échec? Alors, l'échec de l'entreprise, je l'ai vécu sur le moment, forcément, comme chaque entrepreneur, de manière un peu difficile, mais c'était surtout le timing qui n'était pas bon, puisque le souvenir le plus douloureux que j'ai de cet échec-là, c'est que quand j'ai dû commencer mes licenciements économiques en 2001, en septembre 2001, j'ai dû licencier un de mes salariés qui était musulman. Et si vous vous rappelez ce qui s'est passé en septembre 2001, c'était les tours jumelles. Et ce monsieur s'est mis à pleurer en disant « Mais comment je vais faire pour retrouver un travail puisque plus personne ne va embaucher des musulmans ?» Et c'est ça le souvenir d'ailleurs le plus douloureux que je garde de la fermeture de cette entreprise. Donc, ce n'est pas l'échec en lui-même, mais c'est vraiment tous les aléas à côté. Et le fait que vous laissez des gens sur le carreau. Et au final, du coup, ces premières années de stage, de premières aventures professionnelles, de questionnements permanents, on peut en avoir à tout âge. D'ailleurs, moi, je coach des dirigeants à 40 ans, 50 ans qui se cherchent un nouveau virage professionnel. Je suis bien placée pour le savoir. Mais vous, comment les avez-vous vécues, ces différentes périodes de test and learn, finalement, des différentes facettes de la vie professionnelle? Alors, je dirais que ce qui ne tue pas rend plus fort. On dit aussi un cavalier qui tombe de cheval de vite remonter. Et j'avais d'ailleurs un échange encore il y a quelques jours avec 2 jeunes entrepreneurs qui ont monté leur première entreprise il y a moins de 20 ans et qui viennent de la mettre en liquidation. Et on a passé 1 heure ensemble et je leur ai dit, le plus important, c'est de comprendre l'origine. Pourquoi ça n'a pas marché, de manière à capitaliser sur ces raisons-là et que la fois d'après, au moins les mêmes erreurs, elles ne se répètent pas. On pourra en faire d'autres, mais celles qu'on a déjà faites une fois, on ne les fera pas une deuxième fois. C'est pour ça que vous me disiez d'ailleurs en aparté que cet échec, c'était un peu le plus cher MBA du monde. Oui, parce qu'effectivement, il a coûté quand même beaucoup d'argent à mes investisseurs. Et j'en suis très reconnaissante. J'aurais jamais pu me payer ce MBA à moi toute seule. Et qu'est-ce qui vous a aidé à rebondir du coup? À rebondir, c'est cette envie de résoudre d'autres problèmes qui se présentent à vous. Et puis j'ai aussi jamais hésité moi à me faire accompagner par des coachs, des amis qui en fait vous apportent un regard extérieur et qui vous aident à voir quand même le sens de ce qui s'est passé et du coup vous accompagner aussi dans cette réflexion de quelle va être la suite. Qui d'ailleurs, j'ai beaucoup de chance, s'impose toujours à moi plutôt que je n'ai pas besoin de la chercher, elle s'impose à moi. Donc vous avez eu des très bons coachs en tout cas parce que directement après, vous repartez au combat. Vous créez 2 entreprises à succès, Crèche Attitude puis Omnia Club des 6. Comment expliquez-vous cette deuxième phase de réussite? C'est le marché? C'est vous personnellement qui êtes un peu plus armé? C'est votre coach qui a fait un bon boulot sur vous-même? Alors j'aime bien dire que pour qu'une entreprise, une aventure entrepreneuriale fonctionne, il faut la conjugaison de 3 choses. Et s'il n'y en a pas une des 3, pour moi ça ne peut pas fonctionner. La première, c'est qu'il faut l'idée, donc une idée qui réponde à un besoin. La deuxième, c'est qu'il faut une rencontre, parce que pour moi, il ne faut surtout pas entreprendre seul. Partager les bons moments d'une aventure entrepreneuriale, mais savoir partager aussi les mauvais moments, ça c'est très important. Et la troisième, c'est la disponibilité.
à la fois en temps et en argent. Il est courant d'entendre dire il faut absolument qu'en tant qu'entrepreneur, tu puisses te payer un salaire dès le début. En fait, ça, c'est un mythe, c'est pas vrai. 90% des entrepreneurs ne se payent pas au début. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est que généralement, ils lancent leur entreprise en parallèle d'une autre activité qu'ils ont. Et là, ils n'ont pas la dispo temps. Donc, il faut vraiment avoir ces 3 éléments-là. Et après, être totalement ouvert aux problématiques qui vont s'imposer à vous et que vous allez solutionner. J'aime dire, moi, que ça sert à rien de chercher une idée quand on veut lancer une entreprise. Il faut que l'idée vienne à soi. D'accord. Et j'ai l'impression qu'en lisant votre parcours, vous avez des cycles de 10 ans à chaque fois. C'est un signe, c'est un hasard, c'est... Je m'en suis rendu compte, effectivement. Je m'en suis rendu compte à Crèche Attitude, c'était bien 10 ans. Et puis le Club des 6, ça fait un peu plus 10 ans, mais bon, j'y suis encore, parce que ça fait 12 ans. Mais vous avez déjà commencé à lancer à cofonder une autre entreprise. Donc ces cycles de 10 ans, c'est un moment où vous avez envie d'un nouveau challenge, c'est un moment où la maturité de l'entreprise est suffisamment au top pour soit revendre, soit la faire pivoter. Oui, peut-être. La maturité, certainement, de ces entreprises ou associations, parce que le Club des 6, c'est une association, mais que j'ai réussi effectivement à suffisamment structurer pour qu'il y ait une équipe qui s'occupe du quotidien, du courant, et qu'on puisse, du coup, s'alléger un peu de son temps. Et je dirais que The Phone, c'est vraiment c'est un projet qui s'est imposé à Victor et à moi, du fait de l'expérience du petit frère de Victor, et qui est un projet, pour moi, la première fois, je transmets. Et quoi de mieux que de transmettre en plus à son propre fils. Merci, bravo Maëlys. Alors nous sommes toujours pour nos auditeurs avec Maëlys Kanzler, fondatrice de Omnia Club des 6 et cofondatrice avec son fils Victor de The Phone. Alors on va parler maintenant de cette dernière start-up, The Phone, avec vous Victor. The Phone, je le répète, un téléphone tactile, au look sympa, réduit aux appels et SMS, à destination des jeunes principalement. Vous l'avez compris, chers auditeurs, l'idée est de préserver les jeunes de l'addiction aux écrans et du harcèlement qui sévit sur les réseaux sociaux. Alors Victor, qu'est-ce qui vous a bien motivé à entreprendre alors que vous êtes encore sur les bancs de l'école ? Bon, comme vous le comprenez probablement, moi j'ai grandi dans un environnement entrepreneur, avec d'abord ma mère, mais mon père aussi. Donc ça a quelque part toujours été une évidence pour moi d'entreprendre. J'ai toujours voulu être indépendant, être autonome. Ma mère a l'habitude de raconter une anecdote qui raconte souvent d'ailleurs que j'étais petit, je m'étais fixé l'objectif de créer mon entreprise à 14 ans. Bon, The Phone est venu à nous à 15 ans, ce qui est déjà extraordinaire. Mais donc ça a toujours été une volonté de ma part. Et pourquoi The Phone? Ça m'étonnerait quand même que vous ayez eu envie d'un téléphone sans Internet, sans appareil photo, sans musique, ni GPS. Alors, comme on en a parlé tout à l'heure, l'idée de The Phone nous a été imposée, entre guillemets, par la situation de mon petit frère Tom, qui avait 10 ans à l'époque, il y en a 13 maintenant, bientôt, et qui est passé, comme beaucoup de jeunes de son âge, par une période très difficile, lors de laquelle il était d'une part addict à son smartphone, mais surtout un petit peu embêté sur les réseaux sociaux. Donc ça nous a fait vraiment cet électrochoc de son cas. Et puis moi, je me suis rendu compte également que c'était le cas de tous les petits frères et sœurs de mes amis au lycée. Vous n'étiez pas concerné, vous, directement? Vous n'étiez pas complètement addict du téléphone? Beaucoup moins, en fait, beaucoup moins. C'est à la maman qu'il faut poser la question. Beaucoup moins dans le sens où je pense que ça fonctionne par tranche d'âge. J'avais 16 ans à l'époque, 15 ans, donc j'en sortais tout juste. Donc vous avez vu votre frère souffrir? Tout à fait. D'accord. C'était vraiment la sonnette d'alarme. Et puis au-delà de ça, moi je considère avoir eu la chance de vivre une belle enfance sans smartphone. J'avais un téléphone à touche à l'époque, donc de vivre des moments qui sont pour moi très chers. Et je trouverais ça dommage que cette génération-là et la génération d'après, et puis ainsi de suite, ne puissent pas la vivre parce qu'elle passe ses week-ends sur TikTok. Vous avez un ou deux chiffres là à nous donner sur le harcèlement et les jeunes, l'addiction au téléphone? J'en ai 2 ou 3 en tête. Le premier qui est selon moi un des plus marquants, qui est qu'un tiers des enfants de 8 ans possèdent déjà leur propre smartphone. D'accord. Donc c'est déjà un tiers à cet âge-là. La moyenne d'accès aux premières images pornographiques est de 10 ans. D'accord. C'est assez choquant selon moi. Et on estime selon une étude que 24% des jeunes qui possèdent un smartphone ne peuvent pas tenir 1 heure sans celui-ci. Alors, c'est assez surprenant quand même, et je comprends que vous vous battiez sur ce terrain-là.
Vous n'avez pas encore de bagage scolaire, académique, hormis l'école. J'ai vu que vous n'aviez ni l'un ni l'autre un bagage technique. Et de nos jours, on dit qu'on lance toujours sa start-up avec un CTO, un ingénieur et puis un plutôt commercial. Est-ce que vous, ça a été un frein pour tous les deux? Alors, je pense que ça s'apparente un petit peu avec la mentalité Kanzler, comme on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire d'oser, même s'il y a pas d'apparence, il y a des barrières. Alors, c'est clair qu'on a patiné un petit peu au début, on a recherché, on s'est entouré de gens qui n'étaient pas forcément les bons, des partenaires avec qui on s'est rendu compte que finalement, ça matchait moins bien. Mais avec le recul, ça fait 2 ans maintenant qu'on apprend un peu sur le tas, je pense. Donc, on a fait des erreurs, c'est clair. Ça vous a manqué un peu? Ça nous a manqué au début, mais maintenant qu'on s'est entouré des bonnes personnes, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait qu'on arrive à avancer assez efficacement. Et vous l'aviez dit, donc, entre vos lignes, si votre maman n'avait pas été, et votre papa, multi-entrepreneur, multi-entrepreneuse, auriez-vous quand même créé The Phone? Alors, je pense que c'est plus facile à dire maintenant, à répondre maintenant qu'on en est là. La réponse simple, ça serait oui, bien sûr. Maintenant, si je dois être réaliste, je pense que si j'avais été tout seul, je ne l'aurais pas fait. Maintenant, je ne pense pas que le parcours de multi-entrepreneuse de ma mère ait joué un très, très grand rôle. Le plus important, comme l'a dit Maïs tout à l'heure, c'est d'être accompagné des bonnes personnes et de partager les bons moments et les mauvais moments et d'avancer ensemble. Tout à fait. Alors, merci Victor pour votre énergie dans ce combat pour nos jeunes. La fameuse question de notre émission arrive maintenant. On imagine, Victor, que votre bonne étoile a été quand même un peu votre maman et votre papa. Mais si on remonte le fil, vous, Maëlys, quelle a été votre bonne étoile, si vous en avez une, celle qui vous a conduit sur ce chemin de vie professionnel assez établi et enthousiaste? Alors moi, je répondrai sans hésiter que c'est ma petite sœur Sabrina, qui a 6 ans de moins que moi et qui a vécu une vie comme on l'a tous vécu jusqu'à ses 18 ans. Et puis un jour, patatrac, accident de voiture, handicap lourd. Et donc, ça représentait pour moi à 24 ans, à ce moment-là, le gros changement. Ça m'a appris que dans la vie, il faut apprendre à vivre à fond les ballons, pas perdre de temps, parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, ou tout peut changer du jour au lendemain. Et finalement, on n'est que de passage sur Terre, et autant que ce passage-là, il serve à quelque chose. Et alors, votre vie semble quand même rythmée quand on voit toutes les entreprises, les multi-entreprises que vous gérez simultanément, l'association, la famille. Comment vous arrivez à vous ressourcer, à recharger vos batteries? Alors, c'est pas toujours simple. Pendant longtemps, j'ai pas su le faire. Et en fait, je vous ai parlé tout à l'heure de ma coach. Ma dernière s'appelle Mireille, il y a 2 ans. Je l'ai beaucoup vue parce que je me sentais totalement dépassée à ce moment-là. Et en fait, je crois que j'ai fait une overdose de cette suractivité. Et donc, elle m'a aidée à prendre une décision qui est que avant mes 50 ans, j'allais me délester, je prends volontairement ce mot-là, de 50% de ma charge mentale. Et donc, j'ai commencé il y a presque 2 ans. Et je vais avoir 50 ans dans 1 mois et 1 jour. Et j'y suis presque arrivée. Et je pense que je vais y arriver. Parce que j'ai encore 2-3 sujets sur le feu dont je vais me séparer. Et ça me fait le plus grand bien. Paris gagné alors. Quand on fixe un objectif chez les Kanzler, on le tient. Et avez-vous des routines régulières de prise de recul? On parlait de jeûne aussi. Des choses qui vous permettent de garder une hygiène de vie constante? Alors déjà, j'ai la chance d'avoir quelques endroits dont je suis propriétaire et que je vais régulièrement visiter, que ce soit la montagne ou la mer. J'ai ma petite séance tous les mercredis à 15h de massage. Mon équipe sait que la réunion d'équipe, elle ne peut pas se faire à 16h30, elle se fait forcément à 17h. Hors de question. Voilà. Et puis j'ai des rituels aussi de rencontres, beaucoup de rencontres femmes que j'organise, des dîners, des après-midi. Parce qu'entre femmes, on sait se parler d'autre chose que justement de la vie professionnelle. Et ça, c'est des temps de repos intellectuel qui sont cruciales. Et alors, vos sources d'inspiration maintenant, vous avez entrepris dans des domaines très divers et variés. Comment vous viennent les idées de société à créer? Vous disiez que les idées doivent venir à vous, mais il faut être à l'écoute. C'est simple, quand on reprend l'origine de Crèche Attitude. Moi, à l'époque, j'avais 27 ans. Forcément, je pensais aux premiers enfants et forcément l'organisation, comment je vais faire pour concilier vie pro, vie familiale.
les crèches d'entreprise n'existaient pas, ou très peu, puisqu'on on avait quelques crèches d'hôpitaux seulement. Et donc, j'ai eu cette idée de créer les crèches d'entreprise, parce que je suis une femme et qu'un jour, j'aurais eu cette Donc, problématique. c'est dès que vous avez un problème rencontré dans votre vie personnelle ou professionnelle, vous avez ce déclic de créer une entreprise. Voilà, le Club des 6, les habitats inclusifs, c'est bien parce que ma sœur est en situation de handicap et qu'il fallait qu'on réfléchisse à une vie pour elle qui soit épanouissante, qui lui permette de développer son autonomie en dehors des établissements médico-sociaux et puis en dehors du domicile parental qui un jour en fait ne serait plus là parce que mes parents forcément survivront pas à ma sœur. Et alors, vous semblez avoir quand même réussi le pari d'entreprendre sans non plus être trop aspiré dans une vie de fou. Comment vous avez réussi ces 50% et réduire un peu ce quotidien effréné? Comment on fait pour réduire 50% de sa charge mentale? On sait que, par exemple, Steve Jobs s'habille toujours en noir parce que c'est déjà une charge mentale en moins. Est-ce que vous auriez quelques petites trucs à nous donner pour réduire sa charge mentale? Ah ben moi, c'était forcément supprimer des activités. Hein. D'accord. Donc, que ce soit au niveau de certaines entreprises que j'accompagne, que j'ai cessé d'accompagner. Donc, je suis sortie de pas mal de mandats d'administrateur ou coach dans des startups. Je me suis aussi séparée de certains de mes biens immobiliers parce que posséder, c'est souffrir. Voilà, une fois qu'on a bien compris ça, eh ben, il faut posséder finalement le moins possible. Voilà, donc, c'est des petites recettes, mais qui consistent en tout cas à vraiment éliminer les choses dans votre vie, quoi. Oui, parce que ça fait rêver. Vous disiez qu'avec toutes vos sociétés, vous arrivez quand même à bosser 90% dans votre cocon familial chez vous. Réduire 50%, c'est quand même, on en rêve tous, hein. Alors là, c'était un peu par la force des choses. Parce qu'en fait, moi, je me rendais avant tous les jours au bureau. Et il y a 1 an, j'ai emménagé dans une maison que j'ai fait construire, qui a été très longue à être construite et qui, enfin, était quasiment terminée. Mais avec toutes les fins de chantier, tous les jours, j'avais encore des ouvriers qui venaient faire les finitions. Et donc, j'étais un peu obligée D'être présente. J'étais assignée à résidence quelque part. Et en fait, ça m'a permis de comprendre à quel point c'était Efficace. pour moi réconfortant et efficace pardon, d'être effectivement chez moi, dans ce domicile que je découvre, que j'aime. Et en plus, que j'ai rendu un peu plus vivant parce que on a adopté 2 petits chatons en janvier. Et donc, ces petits chatons qui donnent une présence, pareil, réconfortante. C'est des petites choses, hein, mais qui, mis bout à bout, en fait, rendent ce quotidien plus Et plus vous agréable. n'avez pas l'impression de vous isoler? Vous Alors, gardez des contacts, vous vous déplacez quand même, vous faites vos rencontres avec des femmes. donc- déjà, 1 semaine sur 2, je vis avec mon associé qui est ni plus ni moins mon fils. Donc, Ouais. je ne me coupe pas quand même du monde. Et puis, on a nos petits rituels, du coup, qui remplacent, qui sont nos visios. Tous les matins, on est en réunion de BJ, c'est le bonjour, avec toute l'équipe. Et puis, on a notre réunion tous les mercredis à 17h. Tous les matins, réunion de BJ. Tous les matins, réunion de Ah, BJ. génial. Ah bah oui, bah ça c'est Parce qu'on c'est a aussi des extraordinaire. personnes on a notre responsable SAV qui habite à Bordeaux, et donc qui, par définition, ne peut pas être dans les bureaux à Boulogne. Et voilà, ces petits rituels de se voir en visio permettent quand même de renforcer les liens et de ne pas être dans une situation où on coupe les ponts. Et pour finir l'émission, est-ce que vous auriez un petit secret à nous partager sur un truc et astuce à la Maëlys pour être le plus entrepreneur et épanoui dans sa vie? Moi, en tout cas, c'est ce que je définis comme étant mon flow, c'est d'aller là où, en fait, vraiment, l'envie vous guide. Alors, ça paraît facile de le dire comme ça, mais si on va là où on est à 90% dans l'envie, eh ben, on trouve cette énergie, on trouve l'engagement. Et même si ce petit 10% des choses qui sont un peu moins sympas, il faut les faire aussi. Mais moi, je rencontre trop de personnes qui, en fait, se laissent enfermer dans des situations, dans des projets dans lesquels elles ne trouvent pas de passion. Et voilà, moi, mon secret, ça a toujours été ça. Moi, d'ailleurs, ma chanson préférée, c'est L'envie de Johnny. Et j'aime me réveiller en écoutant L'envie de Johnny, parce qu'avec l'envie, on peut tout, on peut tout casser. Et Victor, une petite question subsidiaire, vous aussi, là, de votre première expérience. Si un de vos copains vient vous voir, quel petit truc et astuce vous lui diriez pour réussir? Alors, pour réussir, je sais pas. se lancer, Pour se lancer, c'est déjà de savoir voir une opportunité et puis surtout d'apprendre tout ce qu'on peut apprendre. Moi, j'ai la chance donc de travailler avec ma mère qui on en parle depuis une petite demi-heure, fait beaucoup de choses dans sa vie et aux côtés de qui j'ai la chance d'apprendre
plein de choses au quotidien. Donc avoir un bon mentor. Voilà, avoir un mentor et puis surtout, savoir voir une opportunité et puis quand on peut la saisir. Très bien, merci à vous deux, Maëlys Kanzler et Victor. Alors, cofondateur de The Phone, pour cet échange rythmé, un peu dans l'esprit familial. On aime la radio Notre-Dame. Pour le mot de la fin, deux entrepreneurs successful que vous pourriez citer, qui vous bluffent par leur façon de gérer leur société. Alors, j'y avais réfléchi un peu par avance, parce que tu m'avais donné cette question-là avant, et j'ai découvert la semaine dernière que tu en avais déjà reçu une. Pauline Dorgeval. Pauline Dorgeval, Ouais. que je connais bien et qui a quand même connu un succès entrepreneurial top avec 1001 listes, et puis ensuite avec son association Coactive Santé, et qui est une femme incroyable, parce que très engagée aussi dans ses projets qui ont du sens. Mais donc je vais en citer un autre aussi, Jérôme Stiwi, qui lui d'ailleurs est en attente d'être peut-être l'entrepreneur HEC de l'année, et qui lui a formidablement réussi aussi sa vie entrepreneuriale. Merci, super, merci beaucoup Maëlys et Victor, quel beau duo vous formez. Voilà, c'est la fin de notre émission, la bonne étoile de l'entrepreneur. Continuez à nous écouter, chers auditeurs. Abonnez-vous à notre podcast pour ne rater aucun épisode, et puis hâte de vous retrouver pour une nouvelle émission avec un entrepreneur, un duo d'entrepreneurs, des hommes, des femmes de tout âge qui vont vous aider à être encore plus entrepreneurs de votre vie. Bye bye!